Allez. Certains diraient Bonsoir. que Bonsoir à tous, je suis Cécile Escap, je suis directrice générale d'Aide Universal. Alors Aide Universal n'est ni une école de finance, ni un recruteur, ni une banque, ni un organisme financier, voilà, ni un cabinet de chasse de tête. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait là? c'est juste une agence de notation depuis 25 ans. C'est ça. Donc, notre travail, à l'origine, on a un cabinet de conseil spécialisé dans le coaching pour les étudiants et les cadres en évolution de carrière. Et ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le métier et plus de 20 ans que l'on fait des classements de formation. Donc des classements de formation, pas d'institution, mais vraiment de programme. Et pourquoi on le fait et pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est parce que justement c'est un outil qui est très important, qui est essentiel, qui est clé pour arriver à bien poser sa démarche d'orientation, aussi ses choix de carrière. Et la base de toute une dynamique de carrière réussie, c'est une réflexion continue sur son projet professionnel, son projet d'évolution. Et c'est notamment la question qui est posée aujourd'hui, Londres, pas Londres, quel métier. Et donc, dans tout le dispositif qui existe, dont d'ailleurs l'outil et la plateforme DocFinance qui vient de vous être présenté fait partie, eh bien, il y a les classements qui sont un élément dont vous ne devez pas faire l'économie, parce que, en tout cas, nous, ce que nous propose, c'est vraiment un élément qui nourrit votre réflexion. Donc voilà, je suis là aujourd'hui pour échanger et apporter notre point de vue sur cette partie. Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être venus, ça fait vraiment plaisir. Moi, je m'appelle Taha Saran. J'ai demandé à ce qu'on mette le nom de l'association qu'on a fondée parce qu'elle a besoin de visibilité. Mais il faut savoir que moi, du coup, je ne fais pas ça à plein temps. J'ai été consultant auprès de la Banque nationale égyptienne pendant 1 an et demi, je crois pendant 18 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, là, depuis mon retour à Paris, j'enseigne à Exchange College l'analyse financière et la finance d'entreprise. Donc j'ai un regard un peu différent puisque j'ai entre guillemets fait carrière dans la finance sans passer par Londres. Donc c'est l'occasion d'en parler. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc moi je dirais que je suis le doyen ici. C'est vrai qu'être vieux, puisque c'est un terme qui n'est pas utilisé, c'est bien parce qu'on n'est pas mort jeune. Donc je vais vous raconter pas mal d'anecdotes. Et effectivement, il y a François Héritier, que je connais depuis 25 ans, qui est à Londres depuis 25 ans, et qui a envoyé sur LinkedIn, je ne sais pas si vous avez vu, donc je m'appelle Georges Castel, en disant qu'aujourd'hui, ce n'est plus le passage obligé pour être dans la finance de passer par Londres. Parce qu'il y a eu un certain Brexit en 2016, et depuis, on va dire que la boussole a été un petit peu cassée dans l'univers déjà du Forex, du marché d'échange, ainsi que dans les fonds. Et il y a d'autres places, comme on dirait, alternatives, qui apparaissent effectivement aujourd'hui dans le cœur du business. Et moi, je me rends compte qu'avec mes étudiants, puisqu'en fait, je vais vite résumer ma carrière, j'ai eu un prix de thèse Maurice Varsano en 1987, l'année du crack de 87, dont plus personne ne parle, et qui pourtant a été 2 fois plus violent que la crise de 2008, 2 fois plus rapide, en tous les cas, 2 mois et demi, 50% de baisse, et on n'a plus un mot sur ce crack-là. J'ai donc été trader option pendant 15 ans, j'ai eu la chance de faire partie des premiers en France à être sur le Matif, le Money. À l'époque, on nous appelait les Golden Boys, je vous assure, je n'invente rien. Tout ce que je raconte d'ailleurs à mes étudiants, nous avons créé en 88, puisque j'ai fait 3 ans de parquet comme market maker option, d'abord chez Goldschmidt Associés, ensuite chez Delahaye Ripo qui a été racheté par la Générale, ensuite chez Massonneau de Fontenay. Donc j'ai fait partie des premiers en France à être ce qu'on appelle des market maker options, qui sont des métiers tout à fait normalisés aujourd'hui, et dont la Société Générale, je ne suis pas là pour faire la pub de la Générale, même si aujourd'hui elle a quelques petits soucis, a contribué monumentalement à la réputation dans le monde de la France, dans les produits dérivés et des formations financières, des petits Frenchies, des petits customer frogs, hein, comme on dit, je ne traduirai pas parce que c'est très vulgaire. Là aussi, évidemment, le milieu a ses soft skills, j'ose dire, très snob, dans le sens sans noblesse, innobilé, avec justement des mots à la fois très crus, mais à la fois des mots
très, comment dire, contenue. C'est toute une rhétorique de mots là-dedans. Donc tout ça pour vous dire qu'en 2023, plus besoin nécessairement de passer par Londres. Et on va parler de ces places alternatives. Donc après, j'ai travaillé dans le groupe Sucre et Denrées, où là, j'ai eu la chance de faire du pétrole, du sucre, du café, du cacao, et surtout énormément de forex, puisque faut savoir que le marché des options de change, c'est un marché gigantesque, qui existe toujours. On parle beaucoup des cryptos aujourd'hui, c'est magnifique, mais ce sont des marchés tellement peu liquides, tellement étroits. Mais bon, c'est pas grave, il y a des modes comme ça. Les produits dérivés, c'est quand même, depuis que je fais ce cours de produits dérivés classiques et exotiques à l'ESSK, dont j'étais l'un des fondateurs de Paul Trading, qui en est à sa 36e promotion, et d'ailleurs nous avons des étudiants ici présents, et certains qui ont été 22e sur 410 au challenge, au Chicago Mercantile Exchange Challenge, une année de plus, et ce n'est pas un miracle, comme certains nous appellent, certains nous qualifient de miracle. C'est un miracle qui dure depuis 36 ans, avec des étudiants venant de partout, 2186 anciens dans le monde entier, un président de banque parmi les anciens, qui n'est autre que Bournois Groezoni, Boursorama Bank, et il n'est ni énarque, il n'est pas passé par Londres, et pourtant il est PDG d'une banque qui s'appelle Boursorama Bank, qui s'appelle Boursobank. Et donc, dans cette journée, dans cette soirée, on va définir déjà les points qui font justement cette différence de posture que vous devez avoir les 5 premières secondes, les 5 premières minutes, qui sont tout à fait fondamentales pour voir si vous avez une attitude front, une attitude middle ou une attitude back. Alors on va dire que je suis très snob, mais pas du tout. Je veux dire que très vite, les gens du métier, du milieu, vous repèrent. Si vous êtes, effectivement, vous avez cette fierté des marchés, quand on a un engagement, tout à l'heure on a vécu un petit incident qui n'est pas un incident, on me dit quelque chose, on ne tient pas sa parole, je vais vérifier. La culture de l'audit est toujours là, nous les traders, nous les financiers, nous les gens de BFI, puisque c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Et donc je vous effectivement rends la parole en donnant la définition de BFI. Voilà, justement. Alors le terme BFI, vous allez tous les trois peut-être nous resituer un petit peu ce terme. Et puis un peu plus définir aussi les grands domaines peut-être, savoir si ce terme est toujours utilisé aujourd'hui. BFI, CIB, ça c'est en anglais. Moi j'ose dire que c'est la terminologie de finance de marché, qui, moi à mes yeux, il n'y a qu'une finance. Alors je sais que ça c'est mon grand dada depuis 30 ans, finance d'entreprise, finance de marché, ça se converge, le timing n'est pas le même, le métier de trader, le métier de gérant, j'ose dire que c'est la même chose, c'est le timing qui n'est pas le même, c'est des gens qui prennent des positions. J'ose dire que le métier de trésorier, s'il y a bien une terminologie, je dirais petit club de foot de rugby du sud-ouest avec son petit trésorier, eh bien, un trésorier d'entreprise, il faut dire qu'il y a des trésoriers d'entreprise qui sont des véritables hedge funds, qui font des options exotiques, qui font des knock-in, knock-out cylinder, qui font des ratchets, qui font des choses comme ça, qui ont 46 banques qui les appellent, et ils sont aux ordres. Donc après, tout dépend ce que l'on met dans un métier, une fonction. En fait, il faut bien comprendre une chose, c'est un peu comme le métier de contrôleur de gestion, normalement c'est les bras droits des patrons. Et très souvent, les contrôleurs de gestion sont malheureusement des soutiers. Je sais que je ne devrais pas dire, moi j'ai un langage très cash. À mon âge, je peux avoir une pensée libre et une parole libre, ce qui est la culture même des marchés. Libre ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Parce que vous allez voir, dans la culture des marchés, depuis 25 ans, et c'est une très bonne chose, et c'est un ancien trader option qui vous dit ça, les fonctions middle, compliance, certification ont énormément grossi. Il y a un rééquilibrage des pouvoirs dans les salles de marché. Autrefois, c'est-à-dire il y a 30 ans, il y avait un immense pouvoir des gens du front office. Alors, ils les appelaient même les slaves, c'est-à-dire les esclaves, pour ne pas traduire. Et effectivement, front, middle, back, c'était quand même une rhétorique très les puissants du front. Le middle, on ne savait pas trop ce que c'était, mais aujourd'hui, c'est la compliance, c'est la certification, c'est effectivement le système risk matrix. JP Morgan, il existe depuis 1979. Grâce aux ordinateurs d'aujourd'hui, on peut avoir de l'intelligence artificielle. Mais toutes ces techniques-là existaient déjà, sauf qu'on ne pouvait pas réellement les pratiquer. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui avait déjà été imaginé il y a 20 ou 30 ans. Et c'est bien pour ça que, pourquoi être forcément à Londres, quand des tas de métiers, on peut les faire, je vais dire de n'importe où, pas tout à fait. On va parler de Genève, on va parler effectivement de Luxembourg, on va parler de Miami. Alors Miami, Miami, c'est le nouveau paradis des hedge funds.
et pas uniquement des trafiquants de drogue. Ça, de toute façon, ils sont partout, ceux-là. Mais oui, il ne faut pas se faire d'illusions. La finance, le problème n'est pas la banque, n'est pas la fintech, n'est pas le crowdfunding qui est en fait le métier de banquier. La problématique, c'est le planquage des positions, c'est les magouilles, c'est les voyous, c'est les voleurs, c'est les gens qui, justement, du fait qu'on arrive dans une société de plus en plus mark-to-market, de plus en plus compliancée, ben, finalement on fait de la crypto, on fait justement des choses hors sol, on s'appelle Sam Bankman-Fried et puis on se prétend être un mécène, c'est tout à fait extraordinaire comme rhétorique. Vous avez fait une conférence sur il faudra bien un jour, en 2026, qu'il y ait un Bretton Woods, ça ne sera sûrement pas aux États-Unis, mais vraisemblablement en Chine, c'est mon point de vue, je prends une position, j'ai peut-être tort, où il y aura le grand Raoult, peut-on intégrer les cryptos dans le système monétaire international et comment? Il est temps de siffler la fin de la récréation, qui dure depuis 15 ans, il est temps que tous les Anonymous sortent du bois, hein, où est-il le créateur de Bitcoin, où sont-ils? Si on veut créer un système international fongible et réellement démocratique, mais est-ce que c'est ce que tout le monde veut? Là est la question. Ma réponse est hélas non, et même parmi les jeunes. Hein, il y a beaucoup de repreneurs parmi les jeunes, c'est pas une question d'âge, parmi les apprentis truands, les apprentis magouilleurs. J'en connais beaucoup qui n'ont que 15 ans et qui ne veulent surtout pas que le système devienne plus transparent. Parce que la technologie blockchain, c'est pas que pour les cryptos, c'est avant tout pour les smart contracts, c'est pour tous ces métiers-là. Et donc tous ces métiers-là, ils peuvent se faire de partout. Et je pense par exemple aux notaires du Web3, des gens comme Wakweli à Genève, mon ami Antoine Sarot, qui est d'ailleurs l'arrière-petit-fils de Nathalie Sarot, pour la petite histoire, ils se définissent comme les notaires du Web3. Parce qu'on se rend compte que cet environnement, je dirais des cryptos, du Web3, qui est votre environnement, qui est un environnement fantastique, eh bien, il va falloir le normaliser, il va falloir le régenter. Voilà. Et ça, c'est important. Et il y a donc énormément de travail. Et quand je vois la queue incroyable qu'il y a à ce salon, un peu comme aller chercher les chambres de bonne à Paris, j'ai halluciné en voyant le monde qu'il y avait. Voilà. Et donc, on peut faire de la finance aujourd'hui, réellement de partout, parce que aussi les mentalités ont changé. Et ça, on va quand même, on va le voir, mais je vais vous laisser la parole, parce que apprenez à me couper, parce que sinon, ça sera ferme ta gueule, Castel, comme on aurait dit à une époque, ferme ta gueule, elle calache. Mais vous n'êtes pas Georges Marchais, c'est ça. Cécile Escar. Sur la notion de définition, ce que je voudrais juste dire, c'est que vous l'aurez compris, à ce que Georges a dit, c'est un point clé. La complexité des métiers, elle est là. Il y a en effet beaucoup de choses qui s'imbriquent, mais aussi des choses spécifiques. Et les choix de carrière, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, c'est de savoir, voilà, de vous aider, de vous apporter des pistes, des conseils, des retours d'expérience pour vous aider à poser votre carrière. Alors, je vois justement qu'on a des badges d'un petit peu toutes les couleurs, des rouges, des verts. Donc c'est intéressant aussi pour nous de savoir un peu à quel stade vous êtes, puisque dans l'assemblée ici, dans ce salon, il y a des personnes qui cherchent un stage, une alternance, il y a aussi des gens qui cherchent un CDI, un CDD, donc ils sont à des positions, à des moments de leur parcours très différents. Donc n'hésitez pas aussi à intervenir, à lever la main, et on aura une séquence pour ça, mais on va essayer de couvrir toutes ces situations, mais notamment pour les plus juniors, mais pas que, parce qu'il ne faut pas penser que les seniors n'ont pas ces questions à se poser. Il y a du temps à consacrer à une vraie recherche sur les réalités des métiers qui bougent tout le temps. La finance bien sûr, mais dans d'autres domaines, mais particulièrement la finance. Nous, nos classements, on les fait évoluer, alors le classement lui-même bien sûr chaque année, mais aussi les spécialités que l'on recouvre, les thématiques, la façon dont on appelle les classements bougent aussi, parce que les métiers bougent et qu'il y a des choses qu'on doit classer de manière séparée désormais, qu'avant on pouvait classer dans un même panier. Et donc ça, si ça existe du côté des classements, c'est parce que les métiers, les compétences et les réalités de carrière qu'il y a derrière bougent aussi. Donc ça exige de vous, sur la notion de définition, finalement un questionnement continu de savoir voilà, quelles sont les réalités qu'il y a derrière. Et ça, c'est un peu le point sur lequel moi j'insiste à chaque fois, et particulièrement dans la finance, c'est qu'il faut faire attention à ne pas amalgamer les choses,
faut pas vous arrêter à ce que va vous dire une personne un jour pour déterminer des choix catégoriques. Ça demande un travail, mais c'est aussi ce cheminement qui va enrichir votre réflexion et qui va faire la qualité des choix de carrière que vous ferez. Nous, on est personne pour vous dire absolument long ou absolument pas. C'est aussi une démarche personnelle, mais réfléchie, qui doit vous amener à ça. Donc, on va vous donner, là aujourd'hui, sous des angles différents, des retours d'expérience, des éléments pour nourrir votre réflexion. Mais c'est à vous. Donc, ne venez jamais à ce type de moment, à ce type de salon, en cherchant des réponses définitives. On est là, les stands et nous, pour enrichir votre propre réflexion. Et c'est la même chose pour les classements. Les classements, ils ne sont pas là. Je suis désolée, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous dire, voilà ce que tu dois faire. Non, c'est un cheminement personnel et plus vous aborderez vos choix d'études et vos choix de carrière dans cet esprit, plus vous serez épanoui et plus vous réussirez. Alors, je peux témoigner, excusez-moi, justement sur le classement Eduniversal SMBG qui existe depuis 2002. C'est ça. Alors là, SMBG est d'Universal depuis 1994, donc ça fait longtemps, ça fait 30 ans, ça fait bientôt 30 ans. Ça rajeunit personne, mais c'est pas grave, on garde la forme. Moi, je suis classé depuis 2002. Le pôle trading de l'ESSK a toujours été classé, d'ailleurs même été jusqu'à 2e, il y en avait moins de classés 10e, aujourd'hui on est 7e sur 25. Je le jure, je sais qu'on ne jure pas, mais justement je peux le faire parce que je vous assure que jamais je n'ai connu à l'avance le classement. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Je sais que beaucoup de gens ont critiqué, machin. De toute façon, en France, on est des spécialistes de la raillerie et de la critique. Ça fait partie de notre ADN républicain. Mais jamais, et d'ailleurs, il y a toujours un stress au moment de là, le classement de 2024, je crois, va apparaître en février. En mars, on ne sait, en mars, on ne connaît jamais le classement à l'avance. Et chaque année, les étudiants, donc les utilisateurs, sont partie prenante de ce classement de façon anonyme. Donc s'il y en a qui veulent massacrer une formation et tout ça, ils peuvent le faire. C'est ça aussi qu'il faut bien le dire. C'est très important en termes de déontologie, en termes justement d'agence de notation. En 2011, on critiquait beaucoup les agences de notation. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Tout ça parce qu'elles n'avaient pas osé décoter les États-Unis. Chose qu'elles ont fait le 6 août 2011, le jour d'Hiroshima, comme par hasard. Il n'y a pas de hasard. Là aussi, vous allez vite comprendre que dans ce milieu-là, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais il n'y a pas de complot non plus. Il n'y a pas de hasard. Vous allez être avec des gens incroyablement intelligents, vifs, réactifs, puissants, sprinteurs, coureurs de fond. J'espère déjà que je ne vous fatigue pas. Si déjà vous êtes fatigué, le front office, c'est pas fait pour vous. Il faut être avec des gens qui en redemandent tout le temps, tout le temps. C'est sans fin. Quand vous allez à New York, vous avez vraiment cette impression incroyable on se dit, mais qu'est-ce qui les fait avancer? Mais je dirais que ça va bien au-delà de l'ambition. C'est une rhétorique. Alors, je ne vais pas rentrer dans la psychanalyse de café de comptoir, mais il y a vraiment un profil type psychologique de gens, je ne vais pas dire des morts à la faim, mais un peu quelque part. C'est-à-dire qu'on vous tape 100 fois, vous vous relevez une 101e fois. On appelle ça aujourd'hui, par le professeur Cyrulnik, la résilience, qui est mise aujourd'hui à toutes les sauces, mais c'est vraiment ça. La capacité de rebond, même quand vous en prenez plein la gueule. Et croyez-moi que dans notre milieu, dans notre métier, on a des tonnes d'occasions d'en prendre plein la gueule. Et j'ose dire que la psyché des impétrants, c'est-à-dire des candidats, des jeunes pousses, parce qu'effectivement, on veut des gens jeunes. Pourquoi? Parce que performants et malgré tout moins bien payés. Je sais que je suis un peu cynique, mais là aussi, il faut comprendre l'humour des financiers. Mais vous serez très vite bien payés parce que vous êtes à vous-même un compte de résultats. Vous êtes des boss. C'est ça. Alors après, on va dire, mais voilà, c'est une école de prétentieux, d'arrogants. Ne confondez pas la prétention, l'arrogance et la fierté. Quand on est dans ce genre de milieu, on est des gens de front office, de front. Là, récemment, le 11 novembre, on a eu des gens qui étaient sur le front. C'était vraiment pas le même, croyez-moi, en 14-18. Nous, notre front, il est quand même très confortable. Et justement, la loyauté fait partie des soft skills, comme on dit dans le jargon aujourd'hui des écoles, parce qu'il y a une novlangue, hein, comme on disait George Orwell dans le livre 1984. Il faut être fiable, déterminé, efficace.
Et ça, je peux vous assurer que malheureusement, très peu de gens le sont. Si vous êtes fiable, organisé, travailleur, efficace, et qu'on peut compter sur vous, fiabilité, hyper important. Donc tout l'inverse de ça, c'est quoi? La désinvolture, c'est la dérision. Tout ce qu'il ne faut pas être dans notre milieu. Alors je n'ai pas dit qu'il fallait se prendre la tête et prendre des grands airs, mais quand on travaille très dur, et ça c'est un des grands problèmes de votre génération, les jeunes Z, comme on dit aujourd'hui, les jeunes de l'an 2000, les enfants de l'an 2000, et de l'an 2001, comme disait la chanson de Bachelet, hein, les enfants de l'an 2001. Mais plus jeunes cette année sont nés en 2002, ce qui effectivement fait 40 ans de spread avec moi. 40 ans de spread, mais c'est ça. Mais c'est garder ce feu sacré, cette détermination profonde qui fera que ce sera vous qui serez embauché et pas un autre. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir bientôt, L'appel des anges, je ne sais pas quoi, où Tarek El-Mari, qui était un de mes anciens élèves de la 2003, qui est le patron de Crescendo, qui a été consultant pour ce film, la question c'est quelle question aurez-vous aimé qu'on vous pose? Et la fille, elle répond, est-ce que vous avez trouvé quelqu'un de plus déterminé, plus ambitieux que moi? Et la réponse est non. En fait, il faut montrer qu'on est la personne absolument indispensable, absolument prévisible quelque part, absolument loyale. Et je vous assure, mesdames, messieurs, si vous êtes ainsi, vous allez vraiment faire la différence. Parce que la mentalité d'aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Parce qu'on va dire que ça, c'est une mentalité années 80 ou 70, pas 70, pas 80. Je ne suis pas Bernard Tapie, je ne suis pas un voleur, moi. Les 410 millions, il faut qu'ils les rendent. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. On ne vend pas des voleurs, des voyous. Et là aussi, ça change. Et là, on est en 2023. Moi, je raisonne même 2050. Il faut toujours raisonner avec un temps d'avance. N'oublions pas que la finance, ce n'est pas un thermomètre, c'est un baromètre. C'est pas du tout la même chose. Le thermomètre vous dit la température qu'il fait. Nous, on est des anticipateurs. C'est pour ça que beaucoup de gens ne comprennent rien à la vie. On dit, vous voyez, ils ont dégraissé une entreprise et tout, et le cours, il monte. C'est injuste. Pour qu'elle permette de survivre, ou peut-être après réinvestir, et pourquoi pas réembaucher d'autres personnes. C'est pour ça qu'il y a une telle haine de la finance. Alors aussi, tout simplement, je vous dis, parce que je vais juste terminer un petit détail. La moyenne des salaires, c'est 46-50 000 par an. Mais mesdames, messieurs, quand vous gagnez ça en France, quand on gagne 46 000 € par an en France, il y a 92% des gens dans ce pays qui gagnent moins que vous. Vous faites partie déjà des 8% des revenus les plus élevés à 46 000 € par an. C'est ça la réalité sociale de notre pays. Nous sommes une économie sociale de marché, mais très sociale. 46 000 €, vous êtes déjà dans les 8% de gens. 100 000 €, vous êtes dans les 2,4%. 200 000 € par an, vous êtes dans les 0,3%. Voilà la réalité sociale de notre pays. Et je veux dire que 200 000 €, si vous êtes bon, voire très bon, c'est ce que vous gagnerez très vite. Si vous êtes bon et que vous, surtout, vous le restez. Parce que c'est pas le temps d'être bon, il faut le rester. Développement durable, il faut le rester. Et ça, c'est pas donné. Le rester. Sprinter et coureur de fond, d'où le marathon d'examen, qui est ma méthode pédagogique, éprouvée depuis 35 ans, comme l'internat de médecine ou les playoffs des sports américains. Super, on va passer du coup maintenant au sujet 2. Oui. Et on va peut-être laisser la parole du coup. Le pauvre. Ça me fait Pascal, tu as raison, tu as le droit de venir. Et ça, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet, là, on va parler plutôt de la place de l'autre dans les milieux financiers. Donc on va évoquer plusieurs sujets, vous allez tous les trois nous donner un petit peu votre avis sur notamment quel code, Londres, vs Paris, surtout la politique du remain suite au Brexit, finalement quelles sont les conséquences pour les travailleurs, et puis finalement le choix du cursus quand on veut évoluer en BFI. Qu'est-ce que ça nécessite à Londres ou pas? Moi déjà j'aimerais rappeler un élément très fondamental qui s'est vérifié ces dernières années, c'est qu'il n'y a aucun lieu qui est indispensable dans le monde de la finance, et pas même Londres avec son passé prestigieux. Voilà, il faut accepter cette réalité, c'est qu'aujourd'hui le monde est en train de changer, on change avec lui, la finance aussi. Alors les objectifs de la finance sont toujours les mêmes, mais les moyens de faire et les lieux pour faire ont radicalement évolué. Là, madame a cité le Brexit, ça a été un des éléments qui a rabattu les cartes. Prochainement, on va voir l'élargissement
des BRICS courant janvier 2024. Ça aussi, ça va être l'émergence de nouvelles places financières sur le plan international. On pense aussi au Moyen-Orient qui rayonne ces dernières années. On va être un peu péjoratif, mais si le Qatar et les Émirats Arabes Unis sont devenus des paradis fiscaux référents ces dernières années, c'est pas anecdotique. Je pense très sincèrement que Londres, je ne veux pas dire qu'elle a fait son temps, loin de là, mais je pense que le monde est vaste et les opportunités aussi. Donc je suis d'accord avec Monsieur Castel qui dit qu'il faut être le meilleur, etc. Et le rester, c'est ça qui est dur. Mais maintenant, il y a tellement d'endroits pour travailler qu'on peut être presque très bon et rester quand même assez longtemps vu que le savoir-faire français il est reconnu et beaucoup demandé. Alors malgré tout, si Londres est la 6e ville de France avec 350 000 habitants, De France mais oui, Londres, il y a 350 000 Français, près de 400 000 même. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont revenus, c'est monté à 410 000, allez, on va dire 320, 350. C'est parce que les Français sont extrêmement bien formés, et notamment en finance. Le problème des Français, de la mentalité française, souvent, prenons un exemple, vous rentrez dans une salle, qu'elle soit petite ou grande, en France, les gens ils se mettent au fond, la plupart du temps. Ils se mettent au back-office, ils ne se mettent pas au front. C'est parce qu'il ne faut pas se montrer, il ne faut pas être grande gueule, il ne faut pas être bling-bling, il ne faut pas être tout ce que je suis, quoi, vous voyez, et avec tous les clichés qu'il peut y avoir. Non mais, c'est des petits détails, tout ce que je dis est non dit. Tous les non-dits verbaux, les petits tics tous ces petits détails, vous êtes screenés dans tous les sens. Vous êtes en permanence, alors là aussi, les histoires de période d'essai, machin, dans ce milieu, plus vous rentrez dans de la haute voltige, chez Morgan Stanley, chez Goldman Sachs. Moi, j'ai un ancien, notre ami David Perez, qui a été 14 ans chez Goldman, 7 ans à New York, 7 ans à Londres, 7 ans à New York, qui a fini MD, qu'on est parti. Parce que Goldman, au bout d'un certain nombre d'années, le rythme est tellement infernal, c'est du 18 heures par jour, 6 jours sur 7, 50 semaines par an, mais vous êtes chez Goldman. Si vous rentrez chez Goldman, si vous avez subi 30 entretiens, dont certains qui peuvent durer 4 heures, avec des centaines de questions, en fait, et s'il y a, il y a une boule noire, un black boulet, vous n'êtes pas pris. C'est-à-dire si sur 30, il y en a un qui dit non, vous n'y êtes pas. Et c'est ça qui génère des équipes fortes. Moi, je me souviens d'Anthony Munoz y Fuentes de la 2014, qui était chez Goldman. Donc déjà, avec le tarif stagiaire chez Goldman, c'est 3 500 €, et à Londres, c'est 6 000 sterling, stagiaire. Alors, mais bon, c'est comme si vous en faisiez 3. Je lui dis, mais est-ce que tout va vite, tout est fort chez Goldman? Mais est-ce qu'il t'emmerde? Est-ce qu'il y a des sales coups, comme dans tant de boîtes? Parce que vous allez aussi découvrir les jeunes, que dans énormément d'entreprises, le problème, c'est les ressources humaines, c'est les coups bas, c'est les petitesses, les bassesses de certains individus, les petits chefs, les petits... C'est épouvantable. Quand on rentre dans un milieu particulièrement efficace, et Goldman Sachs en est, à mon sens, la quintessence. Et on peut être chez Goldman, à Paris, à Genève, on peut être chez Goldman, pas qu'à Londres, à New York, évidemment, parce que c'est quand même, pour moi, c'est quand même encore le Graal de la finance. Mais le jour où le yuan sera réellement convertible, c'est Shanghai qui va devenir la première place du monde. Mais le yuan n'est toujours pas convertible. Et ça, c'est quand même un sacré problème monétaire important. Mais parlons des places de Dubaï et de Bahreïn, où effectivement on a pas mal d'anciens qui sont dans ces places-là. Là, c'est beaucoup de ce qu'on appelle de family office. Moi, je sais que j'ai un ancien, il y a 3 ans, single family office saoudien. 120 000 balles pour commencer. Mais je pourrais dire que les 35 heures, vous ne les faites même pas en 2 jours. En 2 jours, vous faites 48 heures. Vous rentrez dans un single family office saoudien, vous êtes à 120 000 balles en premier salaire, vous avez des bonus de peut-être 300, 500 000 ou 1 million, mais c'est 24-24, 7 sur 7. Vous savez ce que c'est qu'un family office? Oui, un single family office, c'est encore plus qualitatif et tout. Vous êtes, j'ose dire, c'est ce qu'on appelait autrefois des secrétaires papiers et tout. Un single family, alors comment on rentre dans un single family office saoudien? Vous ne savez pas, moi non plus. Mais il y a des gens qui savent et qui le font. Moi je me souviens, j'ai un ancien de la 97, Bruno Bianchini, qui avait réussi à avoir un stage
au ministère des Matières Premières en Côte d'Ivoire. Vous voyez, mais comment t'as fait? Je connaissais M. Goz et tout. Mais je connaissais son marabout. Non, non, mais vous voyez, c'est drôle. Et comme ça, j'ai pu rentrer au ministère des Matières Premières de Côte d'Ivoire. Alors que le mec, c'était Bianchini, un peu un corse italien, un peu machin, de Sarcelles d'ailleurs au départ. Parce qu'il y a pas mal de gens à Sarcelles. Et ça c'est une culture, on te ferme toutes les portes, tu te démerdes à rentrer. Et ça, c'est une mentalité que tout le monde n'a pas. Et que surtout, on n'apprend pas en France. Je ne vous demande pas d'être des truands, je vous demande d'avoir cette intelligence des comportements, d'avoir cette flexibilité, cette agilité, comme on dit aujourd'hui dans la novlangue. L'agilité, ça me fait toujours pareil, c'est genre de... Oui, particulièrement agile, efficace, adaptable. Plus vous serez comme ça, plus vous êtes bankable. Plus vous êtes une personne qui est faite pour ce milieu-là. Et je veux dire, c'est même pas une histoire d'école ou de machin, de complexe. Parce qu'en France, on forme des complexés. Ah, j'ai pas fait telle école, j'ai pas fait tel machin. On me regarde de haut. Il y a des grands messieurs, des grandes dames qui prennent des grands airs. Tout ce que je ne suis pas. Donc Castel, il n'est pas sérieux, Castel. C'est un rigolo, c'est un miracle. Sauf que j'aime pas, comme vous d'ailleurs, qu'on se foute de ma gueule. Vous aimez ça, vous? Non, moi j'aime pas. Et vous allez voir que les gens de front office, ils sont comme ça. Et il y a une parole dans le front office qui dit « My word is my bond ». Mon mot, c'est mon engagement. Parce qu'on engage des millions, des milliards. Jérôme K, voyons. Jérôme. 1500 fois de dépassement, quand même. Faut quand même pas déconner. Je suis sûr qu'aujourd'hui, à 47 ans, tous les jours, il doit regretter ce qu'il a fait. Tous les jours, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai pu être con d'avoir fait ça ?» Il n'était pas défendable. D'ailleurs, tous ses avocats l'ont abandonné. Sauf un qui est devenu célèbre grâce à lui, en faisant la marche et tout. Mais quand on reprend l'historique de cette affaire, c'est affligeant et consternant. Il était excellent en Delta One, comme on dit dans le jargon, ce qu'on appelle le cash and carry ou reverse cash and carry. Il aurait pu être débauché par ailleurs. Et là, c'est pareil. Quand on vous aime plus, apprenez à vous faire regretter, mesdames, messieurs. Vous êtes dans un job, vous êtes bon, vous êtes très bon, mais vous n'êtes pas considéré. Ce qui est en général les 3 quarts des gens. Vous n'êtes pas reconnu, comme on dit, dans les RH. Eh bien, vous travaillez bien, vous cherchez ailleurs, gentiment, discrètement. Jamais vous en parlez à la machine à café. Je veux dire que si vous en parlez, ça va se savoir tout de suite. N'oubliez jamais que si vous voulez que quelque chose soit secrète, ne dites rien. Dès que vous parlez, vous êtes certain que c'est répété. Et souvent déformé. C'est le principe même des rumeurs. Si vous voulez qu'une chose ne se sache pas, vous ne dites rien. Je parle beaucoup, mais j'ai beaucoup de secrets. Croyez-moi. Et ça, c'est très important. Cette culture de la fiabilité, du secret, de la muraille de Chine, comme on dit, de la Chinese Wall, c'est donc toute une attitude. Et ce qu'il y a de bien dans le monde aujourd'hui, et là, je ne vais pas être d'accord avec notre ami Taras Arab, parce qu'il y a eu le Covid. On nous a fait croire que les jeunes d'aujourd'hui aimaient vivre comme des cafards, enfermés toute la journée dans leur chambre, comme certains Japonais restent plus de 5 ans, où leurs parents leur donnent à manger jusqu'à l'âge de 34 ans, 35 ans, dans leur chambre. Mais ça, on a vu avec le Covid que les gens ne supportaient pas d'être enfermés. Et nos métiers de financiers sont des métiers finalement, même si on peut les pratiquer de partout, du bord de sa piscine ou du fin fond d'Himalaya, avec tous les satellites qu'il y a, c'est extraordinaire, le monde de communication qu'on peut vivre aujourd'hui. Eh bien, les gens, ils s'agglutinent à New York, à Londres, à Paris, à Shanghai, un jour, à Dubaï. Il y a Nabila, n'est-ce pas? Tout le monde va à Dubaï. Non, je déconne. C'est un peu ça. Hein. C'est particulier, Dubaï. Hein. C'est un peu particulier. Si vous aimez un peu la profondeur d'esprit, il ne faut pas aller à Dubaï. Hein. Par contre, si vous aimez le bling-bling et tout, alors là, c'est bien. Bon, c'est bien, vous ne payez pas d'impôts. Par contre, vous buvez un verre et tout, vous êtes chopé, vous faites un mois de prison. Hein. Ah, ça rigole pas là-bas. Ah, je peux vous dire que les règles, c'est les règles. Hein. Doralex, c'est de l'ex. Hein. Et donc, tout ça pour vous dire que n'ayez pas de complexe. Ne soyez pas arrogants, comme on forme tant d'arrogants en France. Mais c'est normal. Alain Main, qui est un homme très célèbre, hein, Alain Main, qui aujourd'hui commence à être... il est né en 1949, qui avait été le premier défroqué de France. C'est le premier qui avait démissionné de l'inspection générale des finances en 1975. Il avait osé aller dans le privé. Mais quand il dit, mais quand depuis tout petit garçon, vous dit, vous êtes le premier de la classe, vous êtes le meilleur, vous êtes le plus beau, mais vous y croyez?
Vous n'avez aucun recul. Alors nous, dans nos métiers, même quand on est très très fort, on peut se planter. George Soros, Warren Buffett sont des gens qui ont perdu de l'argent. Ils en ont gagné beaucoup plus qu'ils en ont perdu. Dans nos métiers, il faut aussi apprendre à perdre et avoir du recul, avoir, et oui, de la résilience, comme on dit aujourd'hui, comme dirait Boris Cyrulnik. Et ça, c'est important. Et ça, on peut le faire de partout. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que le Covid a amené les gens, finalement, à vouloir se revoir tous. Parce que nos métiers, en front office le soir, les gens se retrouvent sur des rooftops, ils se voient, il y a des soirées, des dîners, des machins, des karaokés en Asie, ça vient d'Asie. Le monde ailleurs, mesdames, messieurs, et là je vais être grave. Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'avais 11 ans le 6 octobre 73, il y a le 7 octobre, ça fait 50 ans. Mais ces problématiques juifs, musulmans, chrétiens ne concernent qu'un habitant sur 3 sur Terre. 2 habitants sur 3 dans le monde sont des Asiatiques, dont 60% de Chinois. Il faut bien se le dire. Le monde du XXIe siècle est asiatique. Regardez le design des voitures, regardez les modes de vie, les smartphones, les machins. Tout notre monde est asiatiforme de plus en plus sans qu'on s'en rende compte, et de moins en moins européo-américano-occidental, de moins en moins. N'en déplaise à des tas de gens, et en 2100, l'Europe ne représentera plus que 5% de la planète. Et ça, il faut bien comprendre le monde de 2050. Le monde de 2050, c'est l'Asie et l'Afrique. Moi, qui étais chez Sucre et Noré, je connais beaucoup, j'ai énormément de contacts en Afrique. Et des gens qui me disaient, qui sont aujourd'hui présidents de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, mon ami Patrick Kodjo, qui a 60 ans cette année, il a 1 an de moins que moi. Eh bien, il me disait, quand on avait 25 ans, en 87, on pensait faire évoluer le monde. Ça a avancé, mais il y a encore beaucoup à faire. Eh bien, jeune génération, parmi vous, parmi les jeunes de votre âge, il y a beaucoup de déserteurs, ils le citent dans certaines écoles. Et les parents les applaudissent. Le monde aujourd'hui et demain veut, au contraire de déserteurs, des gens impliqués, des remplaçants, effectivement. Et si effectivement certains désertent ou ne sont pas courageux, voilà des valeurs de front office, courageux, eh bien vous le serez à leur place. Et c'est vous qui aurez les places et les bons jobs, les 100 000 € par mois après. Parce que c'est ça qui pourra aussi vous attendre. Parce que ça, on n'en parle pas. Des gens qui gagnent 100 000 ou 200 000 € par mois. Déjà, 200 000 € par an, vous êtes dans les 0,3%. Donc 100 000 € par mois, je ne raconte pas. Soit vous êtes un footballeur ou une star de la télé, mais on peut, dans certains métiers, gagner ces sommes-là. Je suis désolée, on va devoir vraiment avancer. Merci beaucoup, en tout cas, c'est très intéressant. Je vais laisser aussi la parole à Cécile pour qu'elle puisse aussi donner son avis. Parole aux femmes. Je vais essayer d'être rapide. Sur ce point, on devait parler un peu du choix des formations et de comment réfléchir à tout ça. Alors, je vais essayer d'être condensée parce que j'aurai pas mal de choses à vous dire, mais sur le choix de formation, il faut d'abord bien penser au fait qu'une formation n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un pont qui doit vous amener à quelque chose. D'où la nécessité, c'est ce que je vous disais au début de ma prise de parole, d'être dans une démarche poussée, d'exigence poussée quant à la réflexion sur vos attentes, vos besoins. J'en parlais avec certains d'entre vous justement avant cette séance. La nécessité de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut cette formation, qu'est-ce que l'on veut justement à quoi on veut que ce pont ressemble, et notamment sur la question Londres, pas Londres, il faut donc penser à l'objectif. La façon dont fonctionnent les recruteurs à Londres n'est pas la même qu'en France, ne sera pas la même qu'à Dubaï, ne sera pas la même qu'à Shanghai. Donc il faut, d'où la nécessité en fait de ne pas prendre des décisions qui sont importantes, parce qu'une formation c'est du temps, c'est de l'argent, c'est aussi, au-delà de ces 2 points qui sont très importants, c'est aussi une dynamique, une teinte que vous donnez à votre CV qui quelquefois peut vous bloquer, peut être quelque chose qui vous catapulte dans un sens ou dans un autre, mais justement qui du coup peut vous bloquer pour d'autres choses. Donc c'est là qu'il y a vraiment une construction à faire, c'est vraiment le mot. Et donc par rapport à Londres, puisque c'était le sujet, la manière dont on recrute à Londres n'a rien à voir avec la façon dont on recrute à Paris. Et à Londres, vous pouvez, j'en parlais encore avec un professionnel qui a 20 ans d'expérience dans la finance,
qui travaille juste en face et qui est venu à cette soirée comme ça par curiosité tout à l'heure et qui me disait j'ai 25 ans d'expérience dans la finance, dont 12 à Londres, et mes collègues étaient des gens qui avaient fait de l'histoire, de la littérature, et donc là en effet, quelle formation, c'est plus du tout la même chose. Vous vous positionnez aujourd'hui en France avec de l'histoire, de la littérature, ça va être compliqué. Voilà. Donc il faut en fait creuser par rapport à vos priorités, creuser sur qui est-ce que je dois convaincre là à court terme et quelles vont être les armes que j'ai besoin de maîtriser pour être pertinent vis-à-vis de ce public et des environnements que je veux séduire. Et ça, c'est vraiment clé. Donc, le choix de formation, il n'y a pas de réponse dans l'absolu. Quelqu'un qui vous donnera, sans poser quelques questions, une recommandation catégorique, méfiez-vous-en, parce que c'est pas une bonne façon de vous accompagner. Donc, je suis désolée là aussi, parce que la réponse, elle n'est pas simple, mais c'est parce que je veux vous faire une réponse sincère. C'est que, voilà, donc vous n'avez pas besoin d'avoir fait une formation de finance, une formation tout court à Londres pour travailler à Londres. Les formations françaises sont très bien vues à Londres et dans pas mal d'endroits dans le monde. Je peux vous donner un chiffre qui est intéressant, que je ne connaissais pas. J'ai regardé un peu avant de venir. Et dans notre master, alors nous on fait des classements en France, on fait des classements des meilleurs programmes en finance dans le monde. Et dans la finance de marché, on a un top 100. Dans ce top 100, il y a quasiment un peu plus de 50, quasiment 60 programmes qui viennent de 3 pays. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis. États-Unis, nous on est à la 50e. C'est ça. Donc, il y a 1000 formations en finance. Donc ça ne veut pas dire que c'est inintéressant d'aller se former ailleurs, mais c'est révélateur. Et vous allez avoir des cultures de formation à la finance qui n'auront rien à voir. J'ajoute à ça, parce que comme le disait Georges, les Français, on s'assied au fond de la salle, on n'est pas fiers, on est très critique vis-à-vis de nous-mêmes, on ne reconnaît pas nos forces. C'est aussi le cas dans la finance et dans le monde de la formation, parce que je peux vous dire que dans notre comité scientifique international, j'étais pour notre congrès annuel, le congrès d'Universal, il y a 15 jours, et j'ai eu la réunion avec mon comité scientifique sur l'Amérique du Nord. Le responsable de notre méthodologie est un Américain qui est directeur de programme financier, qui a un très gros poste à l'université George Washington. Et maintenant, lui aussi, il prend un peu de l'âge et donc il se lâche. Et il m'a dit, il a été hyper catégorique, il n'avait jamais eu ce discours-là de manière aussi nette avant. Il m'a dit, il y a énormément de programmes en finance qui n'ont rien à envier, mais vraiment rien à envier aux programmes que vous faites en France. Tout à fait. Moi, ma fille est dans une école à l'étranger, en mathématiques, elle a des étudiants américains qui abandonnent parce que c'est trop dur. Donc en fait, il faut comprendre, il faut... Ces informations-là, je vous les partage parce que c'est aussi le moyen de dire c'est des choses très concrètes pour comprendre aussi qu'il ne faut pas s'arrêter à un premier niveau d'info, il faut creuser, il faut aussi être sûr de soi, dans un bon sens du terme, et se dire, tiens, ça je l'ai, il faut être conscient de ce que l'on a, il faut aller chercher des choses ailleurs, toujours par rapport à son projet. Et pour compléter, parce que la formation est un moyen qui n'est pas toujours nécessaire, j'en ai parlé avec certains, ça va dépendre de ce que vous avez déjà comme bagage. Dans certains cas, un programme va être indispensable par rapport aux connaissances qu'il va vous apporter, mais aussi par rapport à la légitimité qu'il va vous donner vis-à-vis de vous-même, pour vous-même, mais aussi vis-à-vis d'un recruteur, mais aussi parce qu'il va vous ouvrir des portes pour des raisons de marque, pour des raisons de réseau, pour des raisons il va vous faire gagner du temps, il va vous permettre de viser plus vite certains postes. Donc il y a tout ça en fait qui fait l'intérêt d'une formation et c'est à mettre en balance. Donc je dirais que, sauf quand on est post-bac, mais après dans le choix de master, c'est toujours riche de se demander, tiens, est-ce que je dois passer par une formation ou est-ce que ce que ce programme va m'apporter, je peux l'acquérir autrement. Et vous convaincrez d'autant mieux un directeur de programme de formation que vous lui aurez dit, moi je ne suis pas là par hasard, j'ai vu si cette étape est nécessaire et je veux faire votre programme parce que j'ai vérifié que j'en ai besoin pour telle et telle et telle raison. Là, vous êtes sûr d'être pris parce que personne n'aura fait ce travail-là de fond. Et quand vous allez faire ce travail-là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne le faites pas que pour convaincre quelqu'un, mais vous le faites pour prendre une vraie décision. Et quand vous ferez ce travail-là, faites-le toujours en vous disant, tiens, si je postulais dès maintenant avec les armes que j'ai, est-ce que ça pourrait marcher? Donc donnez-vous les moyens de regarder comment recrutent les cabinets de chasse. Sur Londres, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques de passer par des cabinets de recrutement.
même sur les juniors, ça se pratique. Donc regardez les postes qui sont proposés aux juniors. Je l'ai fait pour vous avant de venir. J'ai regardé une plateforme qui s'appelle eFinancial Career. Et vous regardez dedans. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est une mine d'infos comme Doc Finance peut l'être, comme d'autres outils le sont. Vous dites, attends, je me mets à la place d'un recruteur qui pourrait me recruter et qu'est-ce qu'il y a comme info et c'est comment le recruteur communique. Et juste pour finir, j'ai regardé, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de postes pour les 0 ou de 1 à 3 expériences en BFI, hein, je ne parle pas de postes dans l'absolu, mais en BFI. Donc je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des choses pour moi. Depuis cette plateforme qui est basée à Londres, on voit qu'il y avait, j'ai vu beaucoup de postes basés en Asie, ou en tout cas qui supposent être en partie en Asie. Il y a aussi beaucoup de postes en remote ou des postes mixtes. Donc je trouve que passer du temps à comprendre le marché du travail est aussi une manière de se dire, parce que finalement la question aujourd'hui, Londres, pas Londres, elle se pose pas comme ça en fait. Ça n'a pas de sens finalement c'est plus de comme ça. passer comme ça. La rupture, c'est vraiment c'est autrement qu'on doit l'aborder. Moi, j'ai un de mes professeurs qui est conseiller du commerce extérieur de la France dans le UK, qui s'appelle Ashley Boulet, qui a 42 ans, qui est à Londres maintenant depuis une dizaine d'années, qui n'a pas fait le CSK et tout. C'est un ami justement, là aussi, le principe du réseau, c'est le premier cercle, les anciens, et le deuxième cercle, les amis, et donc les futures contreparties. Parce qu'en fait, c'est ça, une vraie culture réseau. C'est pas cloche-merde, c'est réseau business. Souvent, aussi dans les écoles, l'histoire de réseau, c'est allez, on se retrouve entre potaches à faire. Bon. Oui, souvent, okay, non, mais, alors, là, la mentalité business, quand vous allez à New York, ça c'est vraiment frappant. Quand vous fréquentez les gens de Goldman ou de Morgan Stanley ou des hedge funds, vous dites, mais ils pensent qu'à ça tout le temps. Vous êtes avec des vrais geeks. Vous êtes avec des gens, c'est un peu comme le milieu des chirurgiens que je connais très bien aussi. Les gens, ils sont habités. Et ça, vous vous retrouvez avec des gens extraordinaires au sens hyper d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi je dis rentrer chez Goldman, c'est exceptionnel, même si vous n'y survivez qu'un an. Parce qu'il faut voir quand même que chez Goldman, il y a 20% de turnover par an, dont la moitié de volontaires. Des gens qui, au bout de 2 ans, 3 ans, Mario Draghi, il y avait survécu de 3 ans, et ainsi de suite. Il faut voir que c'est un tel rythme, d'ailleurs ils le mettent eux-mêmes. Alors voilà, je ne suis pas là pour faire la pub de Goldman, je veux dire, mais c'est quoi la vie? La vie, c'est pas forcément que ça. Mais quand on rentre dans ce genre de milieu, qu'on veut être au nirvana, il faut être top tout le temps. Comme dans le film Coco, top. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils sont les gens être dans les plus beaux endroits, c'est accessible à tous, pourvu que vous restiez top. C'est pas que les ENA, que les polytechniciens ou les Harvard. C'est pas le tout d'être bon, il faut rester. Quelles autres alternatives? Alors, je suis désolée, on est pas. Bien sûr, non. Si vous avez en 5 minutes, peut-être chacun, peut-être toi qui n'as pas encore évoqué de choses, tu peux nous dire en 5 minutes, après on passe vraiment aux questions. Je suis désolée, très timé, il faut que la salle se libère comme ça. Bien sûr, j'aimerais juste revenir sur un point évoqué par mes deux compères. Non seulement pour l'anecdote sur le marabout, mais même sur le recrutement. En fait, moi ce que j'ai constaté, c'est qu'on est jugé sur 3 facteurs essentiels. Il y a le savoir, c'est vos formations, vos diplômes, etc. Votre savoir-faire avec vos stages, vos alternances et même vos jobs étudiants, le cas échéant. Et ce qui va faire la différence au final, ça va être votre savoir-être, ça va être vos références culturelles, vos références morales, votre volonté presque bonapartiste, je dirais, à vouloir tout déchirer. Tout ça, c'est pas que des mots. Ça s'est vérifié, ça se voit dans tous les domaines, dans la politique, dans le front office. Aujourd'hui même dans le back office, on commence à regarder cette volonté, cette niaque, parce que il y a de plus en plus de candidats. Les études, même si elles sont difficiles, elles sont devenues plus accessibles qu'il y a 20 ans. Il y a plein de choses qui ont changé, donc même s'il y a plus d'opportunités, ce qui va faire votre différence, ça va être votre savoir-être. Ce que vous incarnez, vos convictions, vos valeurs. On parlait de courage tout à l'heure. Et pour revenir aussi au réseau, vous êtes plus intéressant si vous allez partager des références morales ou culturelles avec la personne que vous convotez. Si vous supportez, je sais pas, moi, le même club de football, vous allez avoir plus d'affinité que si vous allez avoir une relation strictement professionnelle. Vous allez être une anecdote dans sa soirée au final. Et pour revenir du coup sur la question, c'était sur les autres alternatives à Londres. Moi, c'est mon observation, c'est mon pari sur l'avenir.
Mais je vois bien le Maroc devenir une place essentielle dans la finance mondiale. Il y a la Casa européenne depuis 2015. Exactement. Et ouais, mais j'ai Sharif Boujid de la 2008 qui est patron de la salle des marchés de Onabank. Voilà, Sharif Boujid. Par exemple. En 2008, retrouvez-le. Non, mais moi je cite des noms, des gens, et ça c'est important. Oui. Et ce que vous dites là, parce que je ne vous tutoie pas, là aussi, le tutoiement, le vouvoiement, apprenez à vous voir. En français, il y a le vouvoiement, mais ce n'est pas de la distance, c'est juste du respect. N'oubliez jamais qu'il fut une époque pendant très longtemps où tutoyer quelqu'un, c'est parce qu'il n'était pas digne d'être vouvoyé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le vrai mépris. Donc moi, au contraire, je dis qu'on doit vouvoyer tout le monde. C'est ça la vraie démocratie. Après, on se tutoie parce qu'on se connaît mieux. Je pense très bien que beaucoup de mes amis d'Afrique apprécient beaucoup que je dise ça. Moi, je vous vois tout le monde, même les plus jeunes. D'ailleurs, j'ai une anecdote, un jeune de 14 ans que j'avais vouvoyé, il a dit, mais monsieur, on n'est pas plusieurs. Et moi, mes amis africains, ils adorent que je vous vois. Parce que justement, tout le monde doit être vouvoyé en première alerte. Justement, nous ne sommes pas des Anglais où on se tutoie tous automatiquement. Parce que le tutoiement dans les salles de marché, salut mon pote, tout ça, puis je te mets un couteau dans le dos, on connaît ça. Donc là aussi, soyez vrais. Vous voyez, mais après vous tutoierez vite, évidemment. Mais en premier lieu, quand vous avez des anciens, vous voyez des gens, vous voyez-les. Ça s'appelle tout simplement de la correction. Et pas. Je suis désolée. Genève, moi je crois en Genève, voilà, et notamment Trade Finance. Trade Finance et tout ce qui est le Web 3 à Genève. Incroyable. Un tout dernier point. Si jamais vous êtes amené à aller dans les pays arabes ou le Moyen-Orient, un petit point de savoir-être, et ça en rapporte le vouvoiement, c'est que justement, on aime bien les diminutifs ou les qualificatifs en fin de phrase, de type comment il va docteur, comment il va professeur. Et moi, c'est Monsieur Georges. Voilà, ou Pacha, ce genre de choses. Et dans le monde arabe, on aime beaucoup ça, donc n'hésitez pas à flatter les égos, ça fait toujours un peu de plaisir. Bien sûr. C'est peut-être un mot à Oui, non, mais les références culturelles sont essentielles et c'est un pan qu'il ne faut surtout pas négliger. Genre, je parlais de soirée, où là aussi, voilà, c'est du relationnel aussi, la finance dans un bon sens. Dans un bon sens du terme, ça fait partie aussi des choses auxquelles vous devez consacrer votre connaissance, vous y connaître un peu en vin, vous y connaître un peu dans certaines habitudes, avoir des références culturelles ou religieuses pour comprendre vos interlocuteurs, c'est quelque chose qui est vraiment clé et qui va vous ouvrir ou vous fermer des portes, c'est évident. Et la carte de la loyauté et de la parole donnée, justement dans un monde d'enfoirés ou de pervers narcissiques comme on dit aujourd'hui, c'est fondamental. Je veux dire, si vous apparaissez comme quelqu'un de fiable, de travailleur efficace et qui vous pouvez tourner le dos et qui vous enfoncera pas un couteau dans le dos au sens figuré, mais parfois ça arrive même au sens propre, là vous gagnerez vraiment des points et la durée, effectivement, la réactivité, la correction, la politesse, la courtoisie, l'humour aussi. Moi j'adore les Chinois. D'ailleurs, souvent je me fais traiter de Chinois. Alors, Georges, on va passer des questions, vous allez pouvoir y répondre. Parce qu'on a 5 minutes, sinon vous aurez pas le temps. Est-ce que quelqu'un a une question dans l'assemblée à poser à nous? Ah ben oui, les questions-réponses. Je vois monsieur depuis tout à l'heure. Le temps que les gens... On a exactement 5 minutes, donc est-ce que... Pierre depuis tout à l'heure. Peut-être le temps qu'on ait une question. Moi, je voulais juste vous dire sur la notion de réseau, parce qu'on en a parlé. On a parlé beaucoup de réseau et je sais par expérience que souvent il y en a que ça crispe parce qu'ils trouvent que, comme ça a été dit, il y a un côté un peu poussif, un peu superficiel, un peu j'essaie de me vendre et un côté limite un peu prostitution à rentrer dans une démarche de réseau. En fait, il faut vraiment casser cette approche-là. Il faut casser ça, et parce que seul, vous n'y arriverez pas, vous n'évoluez pas seul dans le néant, vous allez interagir. Et aujourd'hui, il y a des outils précieux. La plateforme DocFinance en fait partie, LinkedIn est une mine d'informations. Il faut s'imposer un temps de travail sur ces outils hebdomadaires très tôt dans son parcours, parce que vous avez besoin d'une vitrine. Aujourd'hui, votre vitrine, c'est plus que votre CV, c'est votre page LinkedIn ou peut-être sur d'autres supports, et ça c'est indispensable de le soigner. Vous devez communiquer parce que vous allez créer des connexions. Si vous créez des espaces de communication, vous allez créer des connexions. Vous allez aussi trouver des clés, des idées, des perspectives. Imaginez, voilà,
il y a 20 ans, on se disait oh, j'aimerais tellement savoir ce qu'a fait quelqu'un dans ma situation, qui est intéressé par ci ou par ça, quel a pu être son cheminement. C'était très dur d'avoir cette info. Aujourd'hui, on peut l'avoir, donc on l'a très facilement, donc après il faut aller la chercher, il faut la trier. Mais ça, c'est vraiment énorme d'avoir la possibilité d'aller chercher des exemples de parcours pour s'en nourrir. Donc faites-le parce que ça va vous ouvrir les yeux sur des réalités, parce que ça sera concret, ça sera réel. Et autre chose, contactez ces gens. Moi, personnellement, je le fais et c'est dingue parce que vous dites, allez hop, j'ose contacter un tel et c'est dans beaucoup de cas de façon pertinente. Parce que si vous êtes dans une approche débile de réseau profiteur, voilà, ça ne marchera pas. Mais si vous avez une vraie question intéressante, si vous avez quelque chose à apporter, eh bien ça marchera, peut-être pas aujourd'hui, demain, mais il faut suivre. Si vous êtes dans un bon état d'esprit, alors ça paiera, ça va vous nourrir. Et puis vous aussi, vous allez nourrir ce système-là. Et c'est ce qui fait aussi la richesse d'un environnement professionnel, d'un contexte. Et je vous encourage à rentrer dans cette démarche-là. Par exemple, on se dit Londres. Il est normal de s'interroger sur Londres. Est-ce que je dois y aller, pas y aller? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter d'y aller? Regardez échanger avec des gens pour comprendre ce que ça a pu leur apporter. Et comme ça, vous dites, tiens, j'y vais, mais sous telle forme. Parce qu'on peut aller à Londres. Moi, j'ai un étudiant, une année, qui m'avait partagé son expérience. Il était allé à Londres à la City, mais parce qu'en fait, il s'est pris un job étudiant dans un bar à la City. Et il a rencontré plein de monde, beaucoup plus que s'il avait peut-être fait un stage, mais il était au bar, il servait tous les professionnels pendant 3 mois, il s'est fait des contacts, il a entendu des conversations, il a appris plein de trucs, il est allé à Londres. Ça ne veut pas dire forcément aller à Londres, y aller 5 ans, ou y faire un master, ou autre. Il y a plein de façons de se faire une culture d'un lieu. Comme là, on a soulevé la Chine, on a soulevé le monde arabe, mais c'est intéressant que vous ayez une culture minimale de ces lieux pour faire vos choix. Alors juste là, je suis désolée, on va devoir terminer. Est-ce que vous pouvez dire peut-être, Georges, un dernier mot, mais très rapide? Sao Paulo, super place d'option. Jakarta, également, grande place d'option. Jakarta, capitale de l'Indonésie, 280 millions d'habitants. Plus grand pays musulman du monde d'ailleurs. Peu de gens le savent, et la limite, peu importe. Sauf Bali, qui est hindouiste. Bali, c'est en Indonésie. Jakarta, c'est une super place d'option. Marché d'option. Amsterdam, dont on n'a pas parlé. Amsterdam, vous savez, il y a eu la tulipomania en 1637, c'est le pays des options. Les Global Options, les All Options, toutes ces sociétés, j'ai pas mal d'anciens qui ont travaillé dans ces groupes-là. Van der Meulen, des sociétés comme ça qui sont des market makers. Donc Amsterdam est une très belle place. Toronto, Montréal, le Canada est très à la mode, et notamment au Moyen-Orient. Parce qu'effectivement, il y a une ouverture d'esprit au Canada qui n'a peut-être pas dans certains pays. Parce que là aussi, c'est quand même très important. Moi, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est de voir mes amis, justement, franco-marocains, qui me disent, nos enfants qui étaient à New York, ils préfèrent revenir à Londres. Alors, vous voyez, là, on disait de ne pas aller à Londres. Alors, sauf que Londres, il y a le Brexit. Et il faut quand même savoir que les forces du Remain, vous savez, la volonté de revenir, il paraît que ça va prendre 20 ans. Et pourtant, le roi Charles, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, il a 75 ans, a priori, il décide de rien. Mais bon, c'est un garçon qui, visiblement, est très écolo et très pro-européen. Mais il paraît que ça va prendre 20 ans. Alors, ce qui, quelque part, arrange la France, le Luxembourg, on n'a pas parlé du Luxembourg. Alors, le Luxembourg, c'est autre chose. Le Luxembourg, c'est pour le Global Custody, c'est plus pour... Voilà. Moi, quand on est vraiment trader, front officer, fonds, et puis Miami, c'est pas Miami Vice, hein, c'est Miami, la nouvelle place des hedge funds. Miami, absolument. Merci. Miami, impressionnant. Vous voyez, il y a plein d'endroits où on peut faire plein de choses. Et évidemment, Hong Kong, Singapour. Alors Singapour, soyez propres. Genre, je vais devoir vous couper encore une fois, désolé, mais c'est fini, on coupe, voilà. 9h20. Je suis désolée. On a fait 10 minutes. Si vous voulez discuter en moi avec nos intervenants, vous êtes tout à fait ouverts. Là, vous êtes là, je sais pas si c'était intervenant. Moi, je voulais juste vous dire un truc très simple, très anecdotique. Mais si à un moment donné vous êtes senti inférieur à certains, on parlait tout à l'heure d'égo, etc., vous êtes juste prêt pour l'ambition, c'est tout. Exactement. Merci beaucoup.